Au final, on était 1500 à postuler pour ce master pour 170 entretiens. Heureusement que j'avais rien lâché. Épisode 3, l'envers du décor. Devenir psy. La psy, c'est pour les fous. 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 La psy c'est pour les fous. Bienvenue sur Éclairage Psy, le podcast qui répond à toutes les questions que vous vous posez sur la thérapie. Vous écoutez la première série, La psy, c'est pour les fous. Je suis Jeanne Coiffard, psychologue, auteure et podcasteuse. Mon objectif, démystifier le monde de la psy, faire de la santé mentale une priorité et vous montrer que la thérapie est un outil puissant pour mieux se comprendre et avancer dans la vie. Vous avez encore des doutes ? C'est normal. Dans cette saison, je vous ouvre les portes de mon cabinet pour vous faire découvrir les coulisses de notre métier pour qu'il n'ait plus aucun secret pour vous. À travers des témoignages et des paroles d'experts, je vous offre une vision claire et sincère du monde de la psy. Si cet épisode vous inspire ou peut aider un proche, n'hésitez pas à le lui partager. Allez, on y va ? Saviez-vous que la filière de psychologie en France est plus populaire qu'autrefois ? La psychologie, c'est beaucoup d'appelés et peu d'élus. Au début des années 2000, on comptait jusqu'à 40 000 inscrits dans cette filière, contre 100 000 aujourd'hui, tous niveaux confondus. Selon l'ONICEP, donc l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, qui a pour objectif de produire et diffuser de l'information sur les formations et les métiers, le nombre de places en licence 1 en France sur Parcoursup avoisinerait les 18 055 places, toute université publique confondue. Il existe aussi des écoles privées qui dispensent des études en psychologie telles que Psychoprat ou l'Institut catholique. Le nombre de places pourrait alors atteindre 30 000 pour cette seule première année. En revanche, pour ce qui est des places en master, le chiffre tombe à 5 000 places. C'est beaucoup moins, hein ? Les places sont chères, surtout dans les spécialités les plus recherchées, comme la psychologie clinique et la neuropsychologie. Moi qui avais tout fait pour fuir les situations de concours, je m'étais embarquée dans des études au numerus clausus déguisé. Cette situation crée une forte compétition entre les étudiants pour accéder au master, avec des critères de sélection basés sur des résultats académiques, des projets professionnels et parfois des entretiens. Anaïs a vécu cette situation l'année dernière. 3 ans de licence où c'était vraiment de la compétition, on va pas se le cacher. Quand on a 30 places et qu'on est 1500 à postuler, on peut pas dire que c'est pas de la compétition. Mais après, je pense que c'est important de le partager aussi parce que, au final, en fait, on nous accepte tous en licence de psycho. C'est vrai que les portes, elles sont vraiment ouvertes, donc on se retrouve des fois avec des promos qui sont à 800. Bon, on est de moins en moins durant chaque année. C'est vrai qu'on nous prévient pas trop quand on rentre en psycho, on nous dit pas vraiment en fait attendez-vous à ce que vous n'ayez pas de place à la fin de ces 3 ans et il y en a beaucoup qui n'y arrivent pas ou qui se sont pas rendus compte en fait des chiffres ou des choses ou de la réalité des études et de la licence de psychologie, en sachant que c'est l'une des plus demandées, sachant qu'on a quand même besoin de beaucoup de psychologues en France. Il y a un petit peu ce truc qui est bancal quoi, à se dire que on a des besoins mais en fait on bloque quand même les portes, c'est un peu comme les études de médecine où il y a beaucoup d'entrées et pas beaucoup de sorties et de réussite. Depuis quelques mois, j'ai choisi d'exercer ce métier autrement. Pourquoi, me demanderez-vous ? Je vous donnerai les détails un peu plus tard. C'est une question qui se pose en effet. Comment ai-je ressenti ce besoin, que dis-je, cette nécessité d'arrêter d'exercer ce métier de psychologue de manière classique, dirons-nous. J'entends par là de recevoir mes patients en face à face à mon cabinet. C'est un choix qui peut sembler insensé quand on connaît le parcours que j'ai dû traverser. 7 années d'études, un véritable parcours du combattant, pour obtenir ce fameux diplôme qui donne le titre de psychologue. Et pourtant, malgré ma passion pour ce métier, il m'est devenu de plus en plus difficile, parfois même pesant, de l'exercer au quotidien. Mais ce choix de devenir psychologue, je l'ai fait librement, personne ne m'a forcé. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est mon compagnon à l'époque qui m'a encouragée à me lancer. Je plaisantais un jour en disant que je reprendrais des études de psychologie en candidat libre une fois à la retraite. Sa réponse ? Pourquoi attendre ? Si c'est ce que tu veux vraiment, fais-le maintenant. Il avait raison après tout. Pourquoi attendre pour suivre ce que l'on sent vraiment au fond de soi ? À 28 ans, je décide donc de reprendre des études en psychologie
Un désir que je portais déjà en moi au moment du bac. Mais à l'époque, influencée par ma cousine qui m'avait dit « Psycho, mais t'es folle, c'est une voix de garage », j'ai préféré l'écouter elle plutôt que de suivre mes intuitions. Comme beaucoup à cet âge, je manquais de confiance en moi pour affirmer mes choix. Je n'étais pas comme Mélie Chen, par exemple, qui, à seulement 16 ans en 2020, a publié un livre sur la confiance en soi. Et vous vous êtes déjà laissé influencer par les autres à un moment clé de votre vie ? Et finalement, je me suis tournée vers un autre domaine, la solidarité internationale. Un parcours enrichissant, mais qui ne correspondait pas pleinement à mes aspirations. Et un jour, la vie m'a ramenée à l'essentiel. Cette fois, j'ai choisi de m'écouter. Me voilà donc repartie pour un cursus complet en psychologie, cette fois à distance. Les 3 premières années se passent bien. Job à mi-temps, études, tout semble rouler. Mais je savais que la vraie difficulté m'attendait au bout de la licence. La sélection pour le Master 1. La compétition était féroce, les places comptaient. Je devais absolument obtenir d'excellentes notes. Alors j'ai travaillé sans relâche. Et ça a payé. J'ai été acceptée en Master, prête à en découdre. Mais une fois dans la course, j'ai dû faire face à des événements imprévus qui m'ont coupé dans mon élan et donc ont ralenti ma trajectoire. Le décès brutal de mon père a été un véritable séisme. Une période de ma vie dont je parle en détail dans mon livre, mais que je peux résumer ici comme l'une des plus éprouvantes que j'ai jamais vécues. Comment se concentrer sur ses études quand on pleure sans cesse, qu'on se noie dans la culpabilité de n'avoir pas su aider un proche et que chaque détail du quotidien ramène à la perte, quand on ne dort plus et qu'on a l'impression de tomber dans un puits sans fond. Heureusement, à l'époque, j'ai eu le réflexe d'aller consulter un psy. Ces séances ont été une bouée de sauvetage. Ça m'a aidé à comprendre que demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse. Non, au contraire, mais plutôt une preuve de courage. C'est aussi dans cette période de grande vulnérabilité que j'ai découvert les écrits d'Irving Yalom. Ces romans, d'une profonde humanité, m'ont offert un éclairage précieux, presque autant que mes séances de thérapie. Ils ont illuminé un chemin qui me semblait si obscur. Si vous ne connaissez pas Yalom, je vais vous le présenter rapidement. Irving Yalom, c'est un peu le rockstar des psys, mais dans le genre discret. Si Freud est le grand-père de la psychanalyse, on peut dire que Yalom, c'est l'oncle cool de la thérapie existentielle. Il a passé sa vie à écrire des livres, à la fois des essais théoriques, mais aussi des romans, qui parlent de ce qu'on craint tous en secret. La mort, la solitude, le sens de la vie, des trucs joyeux quoi. Mais il en parle avec tellement de sagesse et d'humanité que tu te retrouves à réfléchir à tout ça sans déprimer. C'est le psy qui te fait cogiter sur les grandes questions, mais en te donnant envie de lire un autre chapitre. Vous l'aurez compris, à cette époque, je luttais contre mes angoisses de mort. Après le décès de mon père, il aurait été facile de sombrer dans un état d'esprit sombre et mortifère. Mais grâce à ma thérapie et au roman d'Irving Yalom, j'ai choisi de me placer du côté de la vie. Vous l'avez compris, mon année de Master 1 démarrait mal. Et je savais que le programme allait être intense. 12 examens sur table, un stage de 280 heures, un rapport de stage, un mémoire de 50 pages à rédiger et à soutenir devant un jury. Rien que ça, vous imaginez ? Pour moi, tout faire en un an relevait de l'impossible. Dans mon université, il y avait une nouvelle sélection entre le Master 1 et le Master 2. Il ne suffisait pas de valider simplement l'année. Il fallait encore une fois obtenir une excellente moyenne, du genre 16, pour espérer continuer. Alors, aujourd'hui, heureusement, cette pression ne s'exerce qu'une seule fois entre la licence 3 et le Master 1. Mais à l'époque, c'était une autre histoire. Ah, c'est la fameuse réforme LMD, non ? J'en ai entendu parler à l'époque. Exactement. Je vous explique rapidement le contexte. À l'époque, la réforme LMD, donc licence, master, doctorat, avait uniformisé les études supérieures au niveau européen. Pour les plus jeunes, ce système est familier. Mais dans ma génération, on parle encore de DUG, licence, maîtrise, DESS, DEA. Un petit clin d'œil à ceux qui nous écoutent et qui ont passé un bac A, B ou C. Normalement, cette réforme devait permettre à tout étudiant ayant validé son Master 1 de passer directement en Master 2. C'est logique, non ? Et puis d'ailleurs, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Mais dans mon université, cette réforme n'avait pas été appliquée. Résultat, une double sélection. D'abord entre la L3 et le M1, puis entre le M1 et le M2. Et comme il y avait plus de place en Master 1 qu'en Master 2, beaucoup d'étudiants se sont retrouvés bloqués avec leur première année de Master, incapables de continuer. Une situation vraiment aberrante. Pour illustrer l'impact de cette double sélection, je vais laisser la parole à une personne qui en a directement souffert et qui a payé le prix fort de cette incohérence administrative. J'ai fait une reprise d'études. J'avais une licence de psychologie clinique. Ensuite, j'ai décidé d'une reprise d'études en 2015. Donc, j'ai postulé. Donc là, il y avait une possibilité de faire en 2 ans le Master 1. Et ensuite, à l'époque aussi, en 2 ans, le Master 2. Et donc, j'entreprends tout en menant une vie de famille, beaucoup de choses à gérer dans ma vie. Ce Master 1 avec une moyenne générale de 14,79. Et là, donc, j'apprends que je ne suis pas prise en Master 2.
Il faut savoir que ça soit en clinique ou justement avec la soutenance du mémoire, j'avais eu vraiment des très bonnes notes et surtout des appréciations des professionnels qui étaient dans le jury, qui me disaient que de toute façon pour eux j'étais déjà thérapeute et psychologue, et que voilà, c'était pour eux une formalité intellectuellement que cette année de master 2 qui m'attendait. Donc j'étais assez surprise. J'ai contacté la personne qui s'occupait du master, déjà la personne qui m'a suivie pour mon mémoire, l'enseignante qui était très désolée mais qui pouvait rien faire. Ensuite, la personne qui s'occupait du master 2 à l'époque, elle m'a dit qu'elle ne savait pas comment faire aussi et qu'il fallait que je m'adresse directement au responsable général du master 2 et ensuite sinon à la présidente de l'université. Donc j'ai fait tout ça et ça a été porte close à chaque fois, c'était des fins de non-recevoir. Ensuite, j'ai essayé de contacter d'autres universités. C'était extrêmement difficile quand on n'avait pas faire le master 1 de rentrer en master 2 dans d'autres universités. Je crois qu'il y en a 2 qui m'ont dit réinscrivez-vous en master 1. Donc il y a quelque chose de complètement illogique où c'est un éternel recommencement comme ça. Vous l'aurez compris, cette année de Master 1 a été cruciale pour obtenir une place en Master 2 et enfin obtenir le Saint Graal. Comme tous les étudiants de Master 1, je me suis mise une pression incroyable. Nous avions tous cette épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Pas de place en Master 2, pas de diplôme. Et pas de diplôme, pas de titre de psychologue. Pas de pierre, pas de construction. Pas de construction, pas de palais. Pas de palais. Pas de palais. Or, c'est ce titre qui nous permet d'obtenir un numéro ADELI qui nous est donné par l'Agence régionale de santé, ARS. Et ce numéro ADELI, c'est un peu notre objectif numéro 1 à nous les psys. C'est grâce à lui que nos séances peuvent être remboursées par les mutuelles. Enfin, ça dépend de votre contrat d'assurance, évidemment. Entre le deuil de mon père, ma thérapie 2 fois par semaine et mon stage, j'ai dû me rendre à l'évidence. Valider mon Master 1 était un défi trop grand pour moi. J'ai donc décidé de refaire une année. Et c'est à ce moment-là que nous avons déménagé dans le sud-ouest. Avec mon compagnon, nous avons décidé d'agrandir la famille. J'ai rédigé mon mémoire pendant le dernier trimestre de ma grossesse, les pieds dans la bassine d'eau glacée, mon ventre rond qui touchait la table, et comme s'il attendait ce moment précis, mon fils a décidé d'arriver 3 semaines et demie en avance, juste après l'envoi de mon mémoire. Dès septembre, avec un bébé de 2 mois et demi que j'allaitais, j'ai soutenu mon mémoire. Sportif, mais faisable. Ce qu'il était beaucoup moins, c'était l'attente interminable pour savoir si j'étais admise ou non en Master 2. Je me souviens encore du moment où j'ai reçu le mail tant attendu. J'étais dans le bus. J'ai dû étouffer un cri de joie et réprimer un petit pas de danse. Ouf! J'étais enfin acceptée en Master 2. Mais avec un nourrisson, boucler le Master 2 en 1 an, mission impossible. Rebelote, j'ai dû étaler cette année sur 2 ans. Au final, mes études ont duré 7 ans au lieu de 5 en temps normal. Mais cette expérience m'a prouvé à quel point je suis rigoureuse, travailleuse et déterminée. Ces qualités, je ne les avais pas toujours vues en moi, mais elles m'ont permis de persévérer, d'atteindre mon objectif et de renforcer à la fois mon estime et ma confiance en moi. Et croyez-moi, de ce parcours, j'en suis sacrément fière. Je vous parle de tout ça, mais en vrai, ça fait déjà quelques années que j'ai commencé mes études et que je suis diplômée, moi. Les choses ont changé depuis. Il y a eu des réformes, la mise en place de Parcoursup. Alors, je me suis dit que la meilleure chose à faire, c'était quand même de parler à des jeunes en plein dedans. Des étudiants, quoi. Nolwenn, 26 ans, avait d'abord commencé des études d'orthophonie avant de bifurquer en psycho. Je savais que je retournais finalement dans quelque chose qui était sélectif. Du coup, dès la L1, j'avais déjà l'idée de la sélection en master. J'ai quand même pu m'y préparer dès là. Au niveau de la sélection, oui, c'était en L3 et en M1. Du coup, il y avait aussi la question de où candidater, dans quel master, combien de masters. On entend beaucoup aussi qu'il y a des facs qui vont regarder si on candidate dans 2 masters. Est-ce qu'on candidate à l'un et à l'autre, voir si vraiment on est motivé pour un master ou si on candidate un peu n'importe où. Honnêtement, c'est une rumeur. Je sais pas si c'est vrai ou pas, s'ils s'amusent vraiment à regarder vu le nombre de personnes qui candidatent. Finalement, je regrette pas du tout d'être partie à Metz, même si j'adorais Nanterre, le campus, tout était incroyable. J'ai du mal à me sentir à ma place pendant au moins 6 mois, je pense. En fait, de sentir légitime quand on voit tout le nombre d'étudiants qui finalement n'est pas pris en master. Un peu ce truc de dire, pourquoi moi et pas un autre? Lui aussi, il méritait. Enfin, c'était un peu compliqué finalement de gérer ça. On n'est que 15 dans mon master, par exemple. Donc ça fait pas beaucoup par rapport au nombre de personnes qui postulent. Emeric, 24 ans, étudiant en Master 2. Alors moi du coup actuellement là j'ai 24 ans, je suis étudiant en Master 2 et donc bientôt diplômé. On a aussi évidemment le passage de la sélection que connaissent tous les étudiants qui peut être très anxiogène parce que selon les masters, il y a toujours beaucoup plus de demandes que de places.
dans la plupart des universités, c'est des effectifs de 20 par promotion, alors qu'ils peuvent recevoir des centaines de candidatures. Donc c'est quand même énorme, et on va dire que si on n'a pas réussi à avoir durant notre licence un minimum de 13-14 de moyenne, et selon nos dossiers, selon nos expériences aussi, la lettre de motivation qu'on peut faire, ça peut être très difficile de passer. Donc ça arrive souvent qu'il y a des étudiants qui doivent faire 2 ou parfois 3 sélections pour pouvoir espérer être acceptés. Et c'est pas toujours le cas, donc c'est pour ça quand j'arrive, il y a d'autres étudiants qui se disent quand même à peu près au milieu de l'année 3, ça commence à être un petit peu chaud, je vais essayer de prévoir de faire autre chose l'année prochaine, ou des choses pour compléter un petit peu mon expérience. Voilà. Donc c'est quelque chose qui peut être très anxiogène et qui prend du temps, parce que faut se renseigner sur chaque université, sur les parcours. Donc c'est un temps à prendre, et sur lequel je conseille aussi de prendre de l'avance en général, parce que ça peut trouver un petit peu débordé sinon dans notre année de L3, avec déjà le volume horaire qui peut être un peu augmenté lors de cette année-là, plus le stage qu'il faut faire et qu'il faut trouver. Donc c'est vraiment quelque chose où je conseille, en tout cas dès la 2e année de licence, de réfléchir vers où on veut s'orienter, de s'intéresser aux différentes structures de soins, aux différents parcours de master, parce que voilà, faut être très organisé à ce niveau-là, c'est important. Grâce à ces témoignages, on comprend que la sélection reste toujours un enjeu crucial pour les étudiants, auquel il est préalable de se préparer dès le début des études. Et il en va de même pour les stages. Dégoter un stage est aussi un sacré défi à relever. Émeric a dû envoyer de nombreuses candidatures, et une fois le stage trouvé, ça ne s'est pas tout à fait passé comme il l'aurait espéré. Alors pour trouver les stages, ça peut être un travail assez long et laborieux. Et c'est vrai que parfois, on peut très bien nous demander entre on va dire plus de 100 candidatures à faire par an, en fait. Donc c'est un travail pour lequel il faut s'y mettre plusieurs mois à l'avance. Les professeurs ou psychologues recommandent toujours de s'y mettre à partir de, on va dire, du mois de mars, quoi, pour l'année suivante. En revanche, après, ce qui peut être un petit peu compliqué dans cette expérience-là de stage de M1, c'est que ma tutrice était partie en fait au tiers, enfin à peu près la moitié de mon stage, et donc que sur la 2e partie de mon stage, en fait, je me suis retrouvé sans psychologue tuteur sur mon stage. Alors je sais pas comment avait été abordée la décision de prendre un stagiaire au sein de l'équipe, parce que c'était quelque chose qui faisait pas tout le temps, pas forcément toutes les années, je pense. Mais en fait, elle m'avait pris consciemment, en sachant qu'elle était enceinte, et elle me l'avait pas dit. Forcément, ça m'aurait peut-être refroidi au début, et en fait, c'est quelque chose que j'ai appris un mois après lors d'une discussion. Elle me l'avait même pas appris, quoi, en fait, au début en plus. Donc j'étais un peu sidéré intérieurement, en me disant et d'accord, et quand ça va se passer la suite, quoi, parce que ils ont accepté que j'ai un autre tuteur officiel entre guillemets, qui n'était même pas un psychologue en fait de la structure, mais qui faisait partie du même pôle de pédopsychiatrie. Donc j'ai quand même pu rencontrer 2-3 fois, mais ça reste pas la même chose, surtout quand on peut avoir des questions par rapport soit à sa posture, ou soit par rapport à la clinique, par rapport aux enfants. Et sachant que dans cette institution-là, ils étaient un peu en sous-effectif. Bon, je sais que je suis pas le premier à qui ça peut arriver comme stagiaire, mais il y a il y a quelques institutions, peut-être plus dans le champ de l'enfant dessous du handicap, qui recherchent aussi parfois des stagiaires, parce que besoin d'un petit peu de main d'œuvre, quoi, entre guillemets, à cause de sous-effectifs, de manque de budget. Donc ça laisse deviner un petit peu l'état parfois de certaines structures dans le soin mental, en tout cas, dans la santé mentale, mais voilà, c'est comme ça. Après, ça veut pas forcément dire que le stage sera mauvais en soi. Ça peut être quand même un minimum formateur, mais c'est dommage, quoi, parce que ça fait partie de notre formation, et elle est un peu délaissée, entre guillemets. On va dire que on a l'impression de pas être très prise en considération à ce moment-là, et voilà, ça fait quand même partie de notre formation professionnelle. Nolwenn, quant à elle, a connu quelques déconvenues avant de décrocher enfin un stage pour son Master 2. Et pas n'importe quel stage. Un stage où elle a eu la chance. Oui, je dis bien la chance, parce que c'est vraiment pas gagné de trouver un stage, et de trouver un bon stage de surcroît. Donc dans ce stage, elle a été super bien encadrée.
Du coup, j'ai fait un stage en L3 nous c'était 70 heures. Finalement, je crois que mon stage devait commencer en janvier. Ma tutrice a arrêté de me répondre en novembre, je crois. Donc je me suis un peu retrouvée là comme ça, à plus avoir de stage au dernier moment. Ouais, en fait, elle a complètement arrêté de me répondre. Je l'ai relancée, on devait faire la convention et j'ai jamais eu de nouvelles, en fait. Donc, je sais pas si finalement elle est partie, si elle a eu un souci de santé ou quoi. Après, voilà, ça arrive, il y a des histoires de la vie. Heureusement que j'ai pu rebondir. Mais c'est vrai qu'en contexte de L3, quand tu dis, bon, j'ai la sélection dans quelques mois, si j'ai pas de stage, je ne valide pas, alors que ça fait déjà 3 ans que je travaille, que je fournis les efforts et tout. C'était un peu compliqué, ouais, de se dire, bon, ça dépend pas que de nous, finalement, cette réussite aussi. Et bon, c'était un peu un coup de massue, quoi. L'année suivante, Nolwenn s'est encore retrouvée dans une situation pour le moins étonnante. J'ai refait celui du M1 aussi en soins palliatifs, totalement par hasard. Finalement, ça m'avait plu. C'était avec une autre psychologue et une autre équipe. Après, là, c'était un peu plus compliqué. En fait, ma tutrice était enceinte. Elle faisait du diabète gestationnel, donc elle était souvent absente. Elle oubliait de me prévenir. C'était un peu du dernier moment. J'avais un peu du mal à trouver ma place. Bon, je bossais sur mon rapport de stage, mais cliniquement, c'était pas super enrichissant finalement. Donc, je me suis pas non plus sentie hyper incluse et c'était pas facile. J'avais hâte que ce stage-là se termine quand même. Heureusement, son stage de Master 2 s'est beaucoup mieux passé et elle a enfin pu rencontrer un professionnel qui a fait de cette expérience quelque chose de positif. Là, par exemple, cette année, je suis en autonomie. Du coup, c'est totalement différent de l'année dernière parce que j'étais vraiment tout le temps avec ma tutrice. Ça. Après, en psychiatrie adulte, du coup, avec ma tutrice, on a eu la volonté de faire et de l'autonomie, mais que je garde aussi de l'observation. Enfin, que j'allie les deux, en fait. Parce que, mine de rien, je suis encore en M2, je suis encore une étudiante pour l'instant. Même si dans quelques mois, je vais être toute seule. Mais on voulait vraiment garder ça parce que... on trouvait ça toutes les deux judicieux et normal finalement on pouvait aussi discuter des entretiens. Moi-même, je peux lui apporter et être en quelque sorte supervisée par elle. En fait, si je rencontre des problématiques ou ce que j'ai fait, etc., elle m'encadre bien. Elle a toujours un regard bienveillant en plus et elle répond à mes questions. Si j'étais en difficulté, elle me rassure beaucoup aussi. Enfin, elle est vraiment dans un échange comme ça. Et même, elle le dit que je suis sa collègue plus que sa stagiaire pour elle. Donc, c'est valorisant aussi. Nous venons donc d'entendre les témoignages d'Emeric et Nolwenn, 2 étudiants élus qui ont eu la chance d'être retenus en Master 2. Mais je vous le disais, beaucoup d'appelés pour peu d'élus. Alors, qui sont ceux qui n'y arrivent pas? Et que se passe-t-il pour eux? Comme beaucoup d'autres étudiants, Anaïs n'a pas été acceptée en Master de psychologie. Anaïs Almeras est une étudiante en psycho que j'ai découverte sur LinkedIn. Elle avait publié un post qui m'avait frappée par sa pertinence et son état d'esprit admirable. Elle souhaitait absolument poursuivre son Master dans sa ville d'origine et alors elle n'a fait qu'une seule demande de Master. Malheureusement, cela n'a pas payé. Elle était pourtant convaincue de réussir, forte de son expérience en psychiatrie. Sa maman étant atteinte de schizophrénie, Anaïs a grandi en côtoyant les services psychiatriques. Un univers qui l'a très vite fascinée. D'ailleurs, si ce sujet vous intéresse, je vous recommande le livre de Gringe, coécrit avec son frère Thibaut, qui partage son vécu avec cette maladie. Il en parle avec beaucoup d'humilité dans le podcast Cabane que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Donc dès qu'elle a eu l'âge, Anaïs a passé ses étés à travailler comme ASH dans un service psychiatrique, enrichissant ainsi son expérience. Face à cette déception de ne pas avoir de place en master, elle a pourtant su rebondir avec une attitude inspirante. Elle a mis en place des actions concrètes qui, sans aucun doute, renforceront ses prochaines candidatures. Un bel exemple de résilience et de détermination. Et en fait, j'ai quand même travaillé sur moi pour me dire, si ça vient à être, que la réponse soit négative, que je sois préparée et que j'arrive à me relever assez rapidement, on va dire. Lui, c'est un peu déroutant. C'est vrai que j'ai mis pas mal de temps à m'en remettre. J'ai pas mal pleuré, j'ai pas mal culpabilisé aussi de me dire, j'aurais dû mieux faire. J'aurais peut-être dû travailler plus, mais la manière dont je travaillais ou dont je révisais et les heures que je passais à réviser, c'était vraiment énorme. Donc voilà, j'ai mis du temps à accepter, j'ai mis du temps à me dire que c'était pas que ma faute et c'était pas que de mon ressort en fait. Et je me suis dit c'est pas grave, même si je suis pas prise cette année, je m'étais dit que ça pourrait être que bénéfique, que dans tous les cas je ferais des expériences. En fait, j'avais trouvé un stage pour le master et mon tuteur de stage a accepté aussi de me prendre si jamais je n'avais pas de master pour une année de césure. Donc dans tous les cas, je ferai 300 heures avec lui et je vais réaliser un service civique. Donc voilà, j'ai quand même des pistes. Je vais faire une formation en réhabilitation psychosociale aussi. Donc voilà, je me dis que pendant 1 an, même si j'ai pas le master, c'est pas grave parce que ça me permettra aussi de me poser au niveau psychologique. J'aurai plus vraiment de révision à faire avec les examens à passer tous les semestres. Et ça me permettra aussi de me retrouver un peu avec moi-même et d'expérimenter davantage. Dans tous les cas, je pense que je l'apprendrai différemment, peut-être avec moins de stress
stress aussi, moins de stress par rapport à la sélection, par rapport aux révisions, au fait que on doit absolument en fait valider notre licence à temps pour espérer un master. Si je viens à pas être prise, je pense que je les remercierai parce que au final, en fait, dans ce cursus de psycho et même dans les autres cursus, on nous laisse pas, je trouve, le temps d'expérimenter, de faire des stages, d'avoir le temps de faire un service civique, des choses tout autant formatrices que des contenus théoriques. Alors comme Anaïs, si les portes du master restent fermées pour vous, pas de panique. Vous pouvez toujours filer en Belgique, comme beaucoup d'étudiants français le font. Mais chut, c'est un secret, faut pas trop le dire. Et sinon, profitez de cette année de césure pour faire d'autres stages, vous engager comme Anaïs dans un service civique en lien avec votre projet professionnel ou encore partir à l'étranger pour apprendre une nouvelle langue et développer vos premières expériences professionnelles. Même si c'est serveur ou serveuse dans un bar, toutes les expériences sont bonnes à prendre. Et paraît que c'est le bon plan de bosser en Australie compte tenu des niveaux de salaire. Bref, ce temps peut vous être super utile. Alors ne vous découragez pas. Cette année-là sera sûrement l'une des plus enrichissantes de toute votre scolarité. La psy c'est pour les fous! Pour le mot de la fin, j'ai voulu vous partager le coup de gueule d'une psychologue qui s'est exprimée sur un groupe Facebook dédié aux psychologues. Ce message est donc pour eux. Bonjour, moi c'est Naomi, je suis docteur en neuropsychologie. Actuellement, je travaille dans la fonction publique hospitalière. J'interviens aussi en tant qu'enseignante à l'université et je suis responsable du pôle psychologique d'une association qui traite des cancers féminins. Alors ce coup de gueule, il concernait principalement les stages pour les étudiants, tout simplement parce qu'il y a peu, une étudiante qu'on va appeler Margot m'a contactée à l'hôpital pour me demander si c'était possible de l'accueillir en stage. Alors malheureusement, moi je n'ai pas pu lui dire oui, tout simplement parce que en parallèle, j'accueille déjà une première stagiaire et la collègue avec laquelle je travaille sur l'unité en neuro, accueille elle aussi une deuxième stagiaire. Alors par rapport à mon échange avec Margot, j'ai pris le temps quand même de la rassurer, de la réconforter et de lui dire qu'il existait différents établissements qui étaient aux alentours et dans lesquels elle pouvait présenter sa candidature. Je lui ai également fourni un site qui est méconnu de la part des étudiants. C'est le site actionsociale.org et c'est un site qui va être une mine d'or finalement parce qu'il va répertorier la liste de tous les établissements sanitaires et sociaux qui existent en France. Donc les étudiants, c'est vraiment le site qu'il faut consulter pour chercher les institutions si on ne sait pas où candidater ni comment faire. Donc de cela, si je peux le dire, Margot me remercie, mais je ressens quand même une déception, je relève des sanglots dans sa voix et vraiment, elle me dit une phrase qui me choque. Merci d'être une psychologue, il y a encore des humains dans ce métier. Et là, vraiment, je tombe un peu dénue parce que je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous me dites ça? Elle me répond très simplement qu'elle a fait vraiment de nombreuses demandes, plus d'une centaine de candidatures, et seuls 3 ou 4 consoeurs ou confrères, je ne sais pas, lui ont répondu, mais de façon négative. Donc c'est toujours sympa de répondre à l'étudiant, même si c'est un refus. À côté de ça, elle m'explique aussi qu'elle a appelé dans différents établissements et que personne, mis à part moi, n'avait pris ce petit temps d'échange avec elle, simplement pour lui signifier que ce ne sera pas possible de la prendre en stage. Alors j'ai été assez surprise, et à la fois un peu peinée parce que je me dis qu'on fait un métier qui est tellement bon, qui convient tellement à l'humain. Il y a tellement besoin de psychologues que j'ai vraiment pas compris en fait ces comportements. Vraiment, ça me choque. Je pense qu'on entend ma voix. Ça m'a vraiment réellement choqué ces propos et la manière dont elle a été traitée. Au-delà de ça, à l'université, j'ai aussi des étudiants qui me disent très clairement, Madame, nous, on n'arrive pas à trouver de stage. Pour différentes raisons. Alors des raisons qui sont, moi je trouve parfois vraiment injustifiées. Ça va être par exemple, nous on prend que des Master 2, on prend que des Master 1, vous êtes en L3, vous ne venez pas de telle université, vous n'avez pas telle obédience, le stage va être trop court. Voilà, en tout cas, ce sont à peu près les motifs que les étudiants me donnent lorsqu'ils m'expliquent qu'ils ne trouvent pas du tout de stage. Donc je suis un peu dépitée et désolée pour eux. Donc moi, c'était juste un petit coup de gueule et aussi simplement pour demander aux collègues de prendre ce petit temps pour répondre aux étudiants et de ne pas oublier ce par quoi nous sommes passés. On a été aussi à leur place
Donc s'il vous plaît, même si vous ne les acceptez pas en stage, même s'ils font des erreurs dans les lettres de motivation ou que ce sont des choses qui sont bâclées quand ils écrivent, prenez ce petit temps, ne serait-ce que pour leur dire « J'ai bien reçu votre candidature, malheureusement je ne peux y donner une suite favorable, vous souhaitant bon courage dans vos démarches, bien cordialement. » Là, ça m'a pris 5 à 7 secondes pour faire cette phrase, donc s'il vous plaît les collègues, pensez quand même aux étudiants qui sont en attente et qui ont besoin d'une réponse, qu'elle soit positive ou négative. Ce coup de gueule m'a particulièrement interpellée car je me souviens, en tant qu'étudiante, à quel point c'était compliqué de trouver des psychologues qui acceptaient de nous recevoir en stage. Alors, je rejoins Naomi pour encourager tous les psys en institution à accepter les étudiants stagiaires. Et j'encourage aussi les étudiants en psycho à se rapprocher de l'association FENEPSI. Le président a accepté de nous en dire 2 mots. C'est Ben Ramdan Mohamed, je suis le président de la FENEPSI. La FENEPSI, c'est la Fédération nationale des étudiants en psychologie. Donc on est une association et notre but, c'est de vous représenter, vous, étudiants en psychologie et futurs psychologues, en défendant vos droits et vos intérêts contre, par exemple, les organisations gouvernementales comme le ministère. C'est une de nos nombreuses missions, on effectue plein d'autres choses, par exemple des guides pour les stages, des guides d'orientation, des guides pour les universités. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à venir nous voir sur nos réseaux sociaux, on a un site fenepsi.fr et je vous souhaite bon courage pour la suite. Dans le prochain épisode, on explorera les débuts en tant que psychologue, entre doute et maîtrise. Parce que, soyons honnêtes, obtenir le diplôme, c'est une chose, mais devenir un psy compétent, c'en est une autre. On parlera de ce fameux syndrome de l'imposteur, un compagnon un peu trop présent au début et parfois, malheureusement, bien plus longtemps qu'on ne le voudrait. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Pour soutenir ce podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez-moi un commentaire. Ça m'aide à me faire connaître. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous mets tous les liens en description. Au fait, je suis l'auteur d'un livre qui raconte comment se libérer de sa famille dysfonctionnelle grâce à la thérapie. Si vous pensez que ce livre peut vous aider ou être utile à l'un de vos proches, alors n'hésitez pas à vous le procurer. Et si toutefois j'ai réussi à vous convaincre de commencer une thérapie, mais que vous ne savez pas qui aller voir, réservez dès maintenant votre consultation d'orientation thérapeutique sur mon site internet. J'en profite pour remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont accepté de participer à cette série. Le montage a été fait par Anastasia DeSantis du studio Storia. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Et d'ici là, surtout, prenez soin de vous.